Alors que Vladimir Poutine s'apprête à prolonger au terme de ce week-end électoral en Russie son règne de 25 ans, jamais, sans doute, la menace russe n'a semblé aussi présente. En tout cas, vu d'ici, vu de France, l'histoire s'est brusquement accélérée ces dernières semaines avec les propos d'Emmanuel Macron, le président français qui, le premier en Occident, brise un tabou en n'excluant pas l'envoi de troupes en Ukraine. L'escalade restera-t-elle seulement verbale? Pour en parler avec nous, une spécialiste de la Russie, l'historienne Galia Ackerman, rédactrice en chef de Desk Russie. Vous êtes l'auteur notamment du livre noir de Vladimir Poutine aux éditions Perrin-Robert Laffont, ainsi qu'en réédition poche augmentée d'une postface inédite, Le régiment immortel de la guerre ou la guerre sacrée de Poutine aux éditions Premier Parallèle. Et c'est sur fond de menaces que nous débutons cette émission, celle posée par la Russie, non plus seulement à l'Ukraine, mais directement à nous, Français, Européens, si l'on en croit Emmanuel Macron. Le chef de l'État a précisé sa pensée et préparé les esprits à un changement d'époque, la fin de l'insouciance, le spectre de la guerre en Europe. Écoutez. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière ? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Des paroles prononcées alors que le Parlement ici en France venait d'approuver massivement le soutien apporté et promis par la France à l'Ukraine. Galia Ackerman, vous comprenez que ces paroles inquiètent, voire rebutent une partie des Français qui ne souhaitent pas mourir pour le Donbass, ni même pour Kiev, ni dépenser jusqu'à 3 milliards d'euros supplémentaires pour l'Ukraine à l'heure où on leur les réclame à eux des efforts budgétaires? Je comprends, mais je ne suis absolument pas solidaire avec ce point de vue. Je pense que maintenant, Emmanuel Macron a compris qu'il faut faire un effort pédagogique pour comprendre la nécessité de ces efforts. Ces efforts ont déjà porté fruit dans la classe politique. Maintenant, il s'agit de convaincre l'opinion publique. Ça prendra du temps, ça prendra des efforts conjoints du gouvernement, des organes du pouvoir et des médias. Parce que ce n'est pas du tout le ton belliciste d'Emmanuel Macron qui a décidé, comme disent certains, d'aller cavalier seul et attaquer la mer Russie. Il ne s'agit absolument pas de cela. Aujourd'hui, on a publié sur Internet des révélations obtenues grâce à des hackers ukrainiens venant de l'administration du Kremlin qui prévoit déjà le programme de l'après-élection de Poutine, c'est-à-dire le programme qui commencera à se réaliser dans quelques jours, littéralement. Et là, il y a d'une part le renforcement du contrôle de l'État dans toutes les sphères de la vie publique russe. Et notamment, il y a une phrase absolument sinistre, régler le problème de l'opposition. C'est-à-dire, c'est presque la solution finale pour l'opposition. Mais il y a aussi des termes très forts pour l'Occident. Mais ce que ces documents provenant, encore une fois, de l'administration présidentielle et signés par le président de la Douma d'État, M. Volodine, disent que la victoire en Ukraine ne serait que première étape de déwesternisation, à la fois désoccidentalisation oui. de la Russie, et en quelque sorte, ce sera après cela, la guerre contre l'Occident va non pas se réduire, mais s'amplifier, parce qu'il s'agit de priver l'Occident de la soi-disant position dominante dans le monde et établir en fait le contrôle russe, si on parle en termes très simples. On parle beaucoup de la France, des déclarations d'Emmanuel Macron, mais dans les faits, quel pays envoie le plus d'aide à l'Ukraine, Maya Neissiatagen? Eh bien, il y a une trentaine de pays occidentaux qui aident l'Ukraine, que ce soit à travers des dons ou des prêts. Vous en voyez quelques-uns sur ce graphe. Le leader incontesté, c'est bien évidemment les États-Unis, avec plus de 40 milliards d'euros, suivi par l'Allemagne et par le Royaume-Uni. La France, elle est loin derrière, avec 640 millions d'euros d'armes et équipements. Évidemment, ces chiffres ne sont pas rapportés au PIB du pays, sinon le top 3 serait totalement différent. Ce serait Estonie, Danemark, Lituanie. On pourrait s'étonner de voir l'Union européenne ici, un peu bas dans le classement. C'est tout simplement
simplement parce que ce graphique vous montre l'aide militaire. Par contre, si je vous montre celui-ci, vous voyez l'intégralité des aides qui est apportée à l'Ukraine. Il y a notamment l'aide humanitaire et budgétaire. Et là, ça va permettre à l'État ukrainien de fonctionner, c'est-à-dire de payer les salaires, les pensions de retraite ou de faire fonctionner les hôpitaux. Tout ça pris ensemble, va frôler les 200 milliards d'euros, soit à peu près le PIB ukrainien d'avant-guerre. Et l'on vient de le voir, hein, l'un des pays qui donne le plus en Europe, c'est l'Allemagne. Mais Berlin veille à éviter tout signe de co-belligérance, Anne Maillet. Olaf Scholz persiste et signe, pas question d'envoyer des missiles de longue portée Taurus à l'Ukraine, qui en a pourtant besoin pour renforcer ses capacités militaires. Selon le chancelier, ces missiles pourraient toucher des cibles sur le territoire russe. Leur livraison et leur envoi supposeraient également la présence au sol de soldats allemands. L'Allemagne serait alors, selon le chancelier, partie prenante dans le conflit avec la Russie, et c'est une ligne rouge qu'Olaf Scholz refuse de franchir. De nombreux experts mettent toutefois en doute l'analyse du chancelier, tout comme d'ailleurs les officiers de l'armée allemande placés sous écoute par la Russie. Mais malgré la révélation de ces enregistrements, malgré la pression de l'opposition et des autres partis de la coalition, Olaf Scholz estime que le débat est désormais clos. Berlin a fourni plus de 17 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine depuis 2022, mais au sein de la population, le soutien pour la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine s'affaiblit. Le chancelier cherche donc aussi à rassurer son opinion publique à quelques mois des élections européennes et de 3 élections régionales qui vont se tenir dans l'est du pays. Galia Karman, avec ses écoutes de haut gradé allemand révélées par la Russie, on est au cœur finalement de la guerre de l'information que cherchent à établir vraiment les Russes en les rendant publics. En simulant des frappes sur le pont de Crimée, les Allemands sont en réalité beaucoup plus proches d'une co-belligérance que ne le laissent penser les démentis d'Olaf Scholz. Beaucoup de militaires avec qui j'ai eu l'occasion de parler pensent que c'est l'un des scénarios possibles, et dans tout état-major, il y a toujours différents scénarios qui sont étudiés. Et donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'hypothèse que tôt ou tard, les missiles Taurus ou d'autres missiles frapperaient le pont de Crimée. C'est ainsi qu'il faut peut-être interpréter les manœuvres sans précédent qu'effectue actuellement l'OTAN sur son front Est, sans précédent depuis la guerre froide. Bien sûr, il faut montrer, il y a une notion qui s'appelle ambiguïté stratégique, qui consiste à faire de sorte que l'adversaire ne sache pas exactement ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire on l'induit en doute, en quelque sorte. Et je pense que les déclarations d'Emmanuel Macron sont absolument de ce même type. Et c'est justement ces exercices stratégiques qui ont lieu actuellement en Suède, dernier pays à avoir rejoint l'OTAN, c'était la semaine dernière. Et dans l'extrême nord de la Norvège, 13 pays participent, dont la France et sa Légion étrangère. Reportage de Valérie Astruc pour France Télévisions. L'année dernière, ces légionnaires étaient en Côte d'Ivoire. Un changement radical. Et ça gèle, et quand on reste statique avec armement tout ça, et on est mouillé parce qu'on a transpiré ou je sais pas quoi, et ça commence les froides, là ça galère. Autre défi, les échanges radio avec les armées des autres pays. Je vous demande de poursuivre la mission jusqu'au point de recueil italien. Sur cet exercice, la liaison avec les Italiens se passe bien, mais parfois les matériels radio ne sont pas compatibles. La communication, c'est un des enjeux majeurs de la guerre, parce que si on commence à pas s'entendre et à se tirer dessus, ça marche pas. Non loin de là, dans ce fjord, des fusiliers marins français mènent une opération de débarquement avec des Américains, des Suédois et des Italiens. Un déploiement spectaculaire à 400 km d'une immense base navale russe. Envoyer un signal malgré les craintes d'un désengagement américain de l'OTAN. On surveille constamment les activités militaires russes. Nos exercices, avec nos alliés, visent à leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas gagner. Galia Karman, c'est l'échec de la stratégie russe sous Vladimir Poutine à vouloir imposer par la force à l'Ukraine une finlandisation, comme on dit. Il a fini par faire sortir de leur neutralité historique la Finlande et la Suède pour les pousser dans les bras de l'OTAN.
En effet, souvent on interprète ça comme ça, mais je pense que Vladimir Poutine et son entourage, les décideurs en Russie, sont tellement engagés dans leur fantasme d'affaiblir l'Occident, de briser l'Occident, etc., qu'un pays de plus ou un pays de moins est en quelque sorte sans importance. Ce qui compte, c'est qu'ils veulent briser l'Europe, ils veulent détacher l'Europe des États-Unis par tous les moyens. Et une fois que ça se produit, peut-être l'Union européenne ne tiendra pas. Il y a aussi des forces centrifuges et pro-russes au sein de l'Union. Et donc là, on se retrouvera chaque pays à part avec la Russie. C'est ça le scénario russe. Donc dans ce scénario, l'adhésion d'un pays ou deux à l'OTAN n'a pas d'importance. Ce qui est important pour les Russes, c'est que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN. Pourquoi ? Parce que la racine de toute la stratégie russe de la reconquête, c'est la reconquête en premier lieu de l'Ukraine. Sans l'Ukraine, qui abritait une partie très importante, par exemple, du complexe militaro-industriel à l'époque soviétique, sans cette terre fertile, sans sa population, l'empire russe ne sera jamais un empire comme avant. Et au point que la Russie pourrait même envisager d'aller plus loin que l'Ukraine. C'est ce que vous nous dites finalement depuis le début de cette émission. C'est ce que disait déjà hier Emmanuel Macron, déstabiliser d'autres territoires. La Moldavie, par exemple, elle compte en son sein une province séparatiste, la Transnistrie, qui lorgne ouvertement vers Moscou, surtout depuis la fin février. Reportage pour France 24 de Maria Gert Niculescu. La Transnistrie se trouve de l'autre côté de ce checkpoint. La région moldave pro-russe s'est autoproclamée indépendante en 1991. Ses élus demandent une protection économique à la Russie et aux Nations Unies. Ils accusent la Moldavie d'exercer des pressions suite à l'introduction d'une nouvelle taxe douanière. Nos autorités disent que la Moldavie ne fait pas de compromis, qu'elle ne laisse pas les camions passer et les bloque. C'est ce qui est en train d'arriver, oui. Et notre économie en souffre beaucoup. Les Transnistriens viennent régulièrement à Varnitsa pour des soins médicaux ou des courses alimentaires. Après l'invasion de l'Ukraine, certains s'inquiètent pour l'avenir de leur région. La situation n'est pas très bonne en Transnistrie. La région est bloquée des deux côtés, la Moldavie d'un côté et l'Ukraine de l'autre. Si la Transnistrie s'unissait avec la Russie, puisque la Moldavie et l'Ukraine sont contre la Russie, les conséquences seraient mauvaises pour la Transnistrie. Tiraspol héberge des troupes russes censées garantir la paix entre la région indépendantiste et la Moldavie, suite au conflit qui les a opposés en 1992. Depuis, les Transnistriens cohabitent en paix avec leurs voisins. Galia Ackerman, en paix, oui, mais pour combien de temps? Ces 1500 soldats russes stationnés en Transnistrie pourraient servir demain de moyen, voire de prétexte à une invasion? Ce n'est pas impossible. Je pense que le grand objectif stratégique des Russes, c'est surtout de conquérir Odessa. Comme vous avez pu voir ces derniers jours, Odessa est constamment bombardée. Aujourd'hui encore, il y a plusieurs victimes civiles. Donc, si jamais Odessa tombe, là, la conquête de la Transnistrie deviendra tout à fait possible. Sinon, je ne vois pas tellement l'intérêt de conquérir ce territoire qui est un territoire totalement vivant dans le passé. C'est comme le retour en Union soviétique, j'y étais, et même stratégiquement, ce n'est pas très intéressant. Par contre, là, tout le flanc sud se trouverait consolidé, mais il faut encore une fois se dire que le vrai objectif des Russes, c'est Odessa et pas Transnistrie en soi. Oui. De même que, bien sûr, il faut penser à l'invasion possible des pays baltes. Qui aujourd'hui d'ailleurs ont très peur, ils vivent dans la crainte de cette invasion. Et si Vladimir Poutine semble avoir les moyens d'aller plus loin, c'est peut-être parce que l'économie russe a évité l'effondrement tant redouté du fait des sanctions, Maya Neissiatagen. Eh bien oui, le sénateur américain John McCain disait que la Russie était une station essence qui se faisait passer pour un pays. Alors la logique européenne, c'est si je n'utilise plus la station essence, l'économie s'effondre. Sauf que les chiffres russes nous disent que le PIB de la Russie a augmenté de 3,6% en 2023 grâce à notamment l'industrie de l'armement, mais pas que, grâce aussi
au contournement de nombreuses sanctions, notamment les sanctions européennes, parce que la Russie a trouvé des marchés de substitution, l'Inde, la Chine ou l'Iran. Et si l'Occident n'achète pas directement à la Russie, elle peut passer par des intermédiaires comme le Kazakhstan. Bref, la Russie mise sur un capitalisme de guerre avec des fortes dépenses publiques, sauf que les économistes vous disent que tout ça, ce n'est pas viable sur le long terme parce que le déficit budgétaire se creuse, parce que le pays va se désindustrialiser, parce que la main-d'œuvre manque. Et du côté population, eh bien, il y a l'inflation qui joue beaucoup, plus dans les villes que sur les populations rurales. Cette base électorale de Vladimir Poutine, elle relativise. Le peuple russe n'a connu aucune amélioration du bien-être depuis 2014. Les dépenses militaires, on vient de le voir, Galia Karman, elles ont stimulé l'économie russe grâce aux commandes publiques à l'industrie et puis aussi aux soldes versés aux familles de soldats. Tout cela rend la guerre populaire auprès des Russes. Ça ne rend pas vraiment la guerre populaire, mais ça permet de la supporter, si j'ose dire. Bien sûr, il y a des familles et il y a des clans industriels, etc., qui sont bénéficiaires de la guerre. Il y a toujours des profiteurs quand il y a la guerre. Et ce regain de puissance du complexe militaro-industriel, c'est quelque chose de réellement important, notamment les Russes ont pu créer 500 000 nouveaux emplois grâce à cela. Et durable d'après vous? Puisqu'on le voyait, les économistes émettent des doutes sur la capacité de la Russie à soutenir l'effort dans la durée. Écoutez, l'Union soviétique s'est effondrée justement parce que Ronald Reagan lui a imposé ce qu'on appelait à l'époque la guerre des étoiles, c'est-à-dire une sorte de course aux armements. Et cette course aux armements a tout simplement sapé l'économie russe. C'est ce qui risque de se produire. Et puis maintenant, dans son dernier entretien, en fait adressé au public, surtout à l'intérieur du pays, à quelques jours de l'élection, Vladimir Poutine a tendu au public les carottes électorales en disant que voilà, on va augmenter ceci, cela, notamment l'aide aux familles avec enfants. Mais cette aide, elle ne va pas compenser l'inflation et les pertes très nombreuses en matière de vie quotidienne, tout simplement, que subissent aujourd'hui les Russes. Difficile, en tout cas, dans ces conditions, de s'opposer à Vladimir Poutine. Ceux qui s'y sont essayés l'ont payé cher, parfois au péril même de leur vie, tel Alexeï Navalny, longtemps opposant numéro 1, mort en détention dans une colonie pénitentiaire reculée du cercle arctique. Ses partisans s'étaient réunis lors de ses funérailles. C'était il y a 2 semaines dans un cimetière de la banlieue sud-est de Moscou. Rebecca Martin. Rien ne les aura dissuadés de venir rendre un dernier hommage à Alexeï Navalny. Ni l'important dispositif de sécurité déployé, ni les menaces d'arrestation proférées par le Kremlin. Devant le cimetière de Borisov à Moscou, ils sont venus par milliers saluer le courage de l'ancien adversaire numéro 1 de Vladimir Poutine. Je suis venu à Moscou pour les funérailles d'Alexeï, pour lui rendre hommage. C'était important pour moi et pour beaucoup de monde. Pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui et pour de nombreuses personnes qui n'ont pas osé venir, Alexeï était quelqu'un qui a donné sa vie pour une cause, mais pas seulement. Il a donné sa vie pour nous. En exil dans un endroit tenu secret, Yulia Navalnaya a posté un dernier au revoir à son mari défunt sur Instagram. Alexeï, merci pour ces 26 années de bonheur. Oui, même ces 3 dernières années de bonheur. Je ne sais comment vivre sans toi, mais j'essaierai. Les proches d'Alexeï Navalny accusent le président russe d'avoir assassiné l'opposant pour éviter qu'il ne fasse partie d'un échange de prisonniers, un accord qui était dans sa phase finale, selon ses équipes. Galia Karman, la police russe a procédé à des arrestations lors de ses funérailles. Témoigner de la moindre compassion, même envers Navalny, c'est s'exposer aujourd'hui en Russie à des représailles. Totalement. Il y a maintenant des caméras de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. D'ailleurs, technologie importée de la Chine, un grand ami de Russie. Et donc, on a pratiquement fiché tout le monde, ces quelques 15-20 000 personnes qui sont rendues aux funérailles. Et probablement, au moins certains parmi eux seront arrêtés ou envoyés au front, ou auront d'autres moyens de pression. Et je pense que c'est exactement ce qui va se produire aussi le 17 mars, parce que encore Alexeï Navalny de son vivant et ensuite
l'opposition incarnée par la Fondation de la lutte contre la corruption et quelques autres grands opposants ont appelé à ce rassemblement à midi le 17 mars devant les bureaux de vote, venir au bureau de vote pour montrer que nous sommes nombreux. Seulement, par exemple, le parquet de Moscou a déjà émis un avertissement que ce sera considéré, même le fait d'aller au bureau de vote, comme une tentative d'organiser un rassemblement qui n'est pas autorisé par les autorités. Et ils ont averti que la sanction pénale peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Garry Kasparov et Mikhail Khodorkovsky désignés comme des agents de l'étranger depuis leur exil. Vladimir Karamurza incarcéré pour 25 ans en Sibérie, jusqu'à Leonid Volkov, ce proche de Navalny, agressé cette semaine à son domicile de Lituanie. Le pouvoir russe ne relâche jamais la traque de ses opposants, où qu'ils soient. Absolument. Il y a eu aussi des opposants qui ont été carrément assassinés à l'étranger, pas seulement les figures connues comme Litvinenko ou Skripal, mais aussi des gens beaucoup moins connus comme justement cet opposant tchétchène qui a été assassiné à Berlin. Et c'est son assassin qui a été attrapé qui devait faire partie d'échanges avec Navalny. Mais Vladimir Poutine ne pardonne jamais ses opposants. Quid de Boris Nadezhdin, le candidat à la présidentielle, qui se posait en ultime rempart à Vladimir Poutine et à la guerre en Ukraine, avant de voir sa candidature invalidée par la commission électorale? C'est un opposant crédible, un recours possible, ou bien est-il lui aussi déjà condamné? Je ne crois pas qu'il soit condamné. Je pense que c'est un homme qui a une trajectoire assez, sinueuse. Je dirais sinueuse, exactement, parce qu'il a été à tour de rôle démocrate et quelqu'un qui a fait partie de Russie Unie, le parti du pouvoir. Il est présenté comme libéral sur des plateaux de grands propagandistes, mais pour en faire une sorte de punching ball. Je pense que sa candidature, au début, a été validée par Kremlin, parce que le Kremlin aime bien avoir un simulacre d'une petite opposition, mais quand les stratèges du Kremlin ont vu qu'il y a pas mal de gens qui adhéraient à Nadezhdin parce qu'ils disaient non à la guerre, eh bien, on ne lui a pas permis de se présenter aux élections. Mais je ne pense pas qu'il sera arrêté ou quoi que ce soit. Je pense que tout simplement, quelque temps après cette élection, il va disparaître de la surface politique. Retour à présent au point de départ de cette émission, l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois que Paris monte en première ligne face à Moscou. Retour en 1983 et la crise des euromissiles. À l'époque, ce qui était encore, l'URSS positionne des missiles nucléaires SS-20 dans les pays CPI, satellites d'Europe centrale. François Mitterrand, alors au pouvoir en France, rompt avec les ambiguïtés de la gauche française et donne son feu vert à l'installation de Pershing américains en Allemagne de l'Ouest. Reportage à l'époque de Bernard Pradino pour Antenne 2. La Grand Place de Bruxelles, l'hôtel de ville, chef-d'œuvre gothique, puis dépôt d'une gerbe devant le monument du poilu inconnu, la visite du président Mitterrand comporte un aspect protocolaire inévitable. Mais avec les entretiens entre M. Mitterrand et le Premier ministre belge, M. Martins, avec les discours d'hier soir au dîner offert par le roi Baudouin, on est au cœur des relations franco-belges. Il faut construire une Europe industrielle, a dit M. Mitterrand, pour résister à la concurrence américaine et japonaise. Cette idée est bien acceptée à Bruxelles. Sur les problèmes de sécurité en Europe, le chef de l'État a réexpliqué la politique d'indépendance de la France. La paix, pour M. Mitterrand, se trouve dans l'équilibre des forces. Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples. Dans le débat actuel, le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. Et je pense qu'il s'agit là d'un rapport inégal. Voilà, et François Mitterrand choisit alors clairement son camp, celui de l'OTAN des États-Unis, incarné à l'époque par Ronald Reagan. Galia Ackerman, la France a un rôle historique de force d'entraînement en Europe dès lors qu'il est question de la sécurité commune face à la Russie.
Vous savez, le même Mitterrand rêvait ensemble avec M. Gorbatchev d'une maison européenne commune et d'une défense commune. Mais c'était après la perestroïka et la glasnost. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, Emmanuel Macron essaie de jouer ce rôle de leader en matière de réarmement face à la Russie, mais vous avez vu comme moi les chiffres, la France est encore très loin dans son effort de guerre par rapport à plusieurs pays occidentaux. Je pense que ce que Emmanuel Macron devrait essayer de jouer, de même que les autres leaders européens, c'est de tenter de convaincre les États-Unis qu'il ne faut pas se séparer de l'Europe. Et pour cela, je pense que la demande de Trump d'augmenter les budgets militaires, donc les contributions à l'OTAN, est une demande totalement sensée parce qu'à l'époque de la guerre froide, l'Europe fournissait 50% et les États-Unis les autres 50%, et maintenant le rapport est 70-30. L'Europe doit se donner les moyens de se défendre et je pense que l'OTAN, dans ce cas, ne lâchera pas. C'est beaucoup plus simple que de construire un système de défense européenne indépendante de l'OTAN. Je pense que c'est même contre-productif, sauf que si vraiment la rupture entre les deux rives de l'Atlantique devient irréversible avec Trump. Merci infiniment, Galia Eckermann, d'avoir été notre invitée sur France 24. Et merci à vous d'avoir suivi Le Monde dans tous ses états. Retrouvez-nous sur Internet, france24.com. Et bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états.